Bienvenue sur notre épisode aujourd'hui, les avantages et les inconvénients de l'upcycling. Je suis Virginie, la fondatrice de E2R Paris. J'ai fondé cette marque en 2010, donc ça fait maintenant 12 ans. Nous étions les précurseurs de l'upcycling, donc nous avons beaucoup de choses à vous raconter sur le sujet. Je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'upcycling. Ensuite, qu'est-ce que c'est que l'upcycling chez E2R Paris pour une marque de maroquinerie. Et puis ensuite, nous ferons un focus sur les avantages et les inconvénients de l'upcycling. Les avantages, je pense qu'ils sont assez évidents en termes écologiques. En revanche, les inconvénients, vous ne les connaissez pas forcément et nous, ça nous amuse de vous les raconter parce que en fait, ce sont un peu les coulisses de la fabrication et ça vous explique aussi pourquoi un sac que vous achetez upcyclé, enfin, je vais parler des sacs aujourd'hui puisque c'est notre sujet, peut vous paraître un peu cher parce qu'en fait, ça engendre un certain nombre d'étapes derrière qui sont liées justement au concept d'upcycling. Alors, par ici, on va dans mon bureau et je vous explique tout ça. L'upcycling, c'est un terme qui est apparu, je crois, au début des années 90. En réalité, l'upcycling, on le pratique depuis la nuit des temps parce que toute personne qui est un peu férue de brocante ou de bricolage a déjà acheté un meuble, décapé, recapé, pour en faire quelque chose, peint, enfin voilà, tout le monde a pris un jour dans sa vie un objet qu'il a transformé. Donc peut-être que vous savez déjà ce que c'est que l'upcycling. Donc en fait, comme le terme l'indique, up, ça veut dire recycler vers le haut. Donc c'est-à-dire qu'on va donner une deuxième vie à un objet qui est plus belle que sa vie initiale, qui est différente de sa vie initiale et qui est plus belle. Et cette notion, elle est vraiment très importante parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le terme peut être un peu galvaudé. On va appeler toute réparation, il y en a qui font des réparations juste sur des vêtements, sur des objets et qui appellent ça upcycling. C'est pas tout à fait ça. Donc pour vous donner des exemples d'upcycling, par exemple une bouteille de vin que vous avez transformée en lampe, c'est un vrai exemple d'upcycling. Donc c'est un objet qui a eu une vie, qui va avoir une deuxième vie en lampe. On peut vous citer aussi la marque française Cul de Bouteille qui récupère également des bouteilles, donc un autre exemple avec des bouteilles, et qui en fait des verres. Donc voilà, un deuxième exemple. Toujours en décoration, vous avez déjà vu des palettes qui servent à transformer des objets. Eh bien, on peut transformer ces palettes en canapé, en lit, en meubles. Donc là, on donne vraiment une deuxième vie qui est très différente et qui est plutôt up, puisque voilà, d'objets simples de transport, ça se transforme en meubles, en équipement. Et dans la maroquinerie, eh bien, les précurseurs ont été la marque suisse Freytag, qui ont récupéré des bâches de camions pour les transformer en sacs. Ensuite, une deuxième grande marque qui fait ça, c'est 727 Sailbags, qui récupère des voiles de bateau pour les transformer en sacs. Et enfin, nous sommes arrivés donc en 2011 avec Entre deux rétro, renommé en E2R Paris, où nous récupérons des chutes de tissu automobile, des chutes de ceinture de sécurité et du cuir pour en faire des sacs. Alors, voilà, une fois qu'on a posé les bases de l'upcycling, on va vous expliquer un peu en quoi ça consiste l'upcycling chez E2R Paris. Donc j'ai un sac devant moi. Donc déjà vous pouvez voir le résultat de ce que donne un sac. Ça c'est un sac de voyage qui a déjà pas mal vécu. Donc ça c'est assez amusant parce que vous voyez qu'il est voilà, le cuir est un petit peu sali, etc. Mais bien qu'il ait vécu, ce sac qui doit avoir au moins 6 ans, eh bien il est encore en super état. Et ça c'est grâce à notre upcycling. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors qu'est-ce qu'on récupère chez E2R? On récupère du tissu automobile, donc c'est la base de sacs. Donc c'est un tissu qui est à l'origine destiné à faire des sièges de voiture. Ce sont des rouleaux, donc ce sont des chutes de production. Donc par exemple, une voiture a été produite, on arrête tout d'un coup la production de la voiture, le tissu a déjà été produit, il en reste, il y a des excédents, hop, ce sont des stocks que nous pouvons racheter. D'autres exemples, par exemple quand une voiture est développée, on fait appel à de la recherche et développement en termes de tissu. Avant que le tissu soit validé et homologué, il va falloir produire un certain nombre de métrages et ce sont ces métrages qui ensuite sont des chutes que nous récupérons. Ensuite vous avez la ceinture de sécurité qui fait ici les poignées du sac et qui fait aussi la bandoulière de tous nos sacs. Donc là c'est un peu le même principe. Qu'est-ce qui se passe? La ceinture de sécurité, il y a un cahier des charges technique qui est, comme vous l'imaginez, ultra rigoureux, puisque par définition c'est un élément de sécurité pour vous protéger dans vos voitures. Donc sur la chaîne de production, il y a un système de laser qui passe au-dessus, et dès qu'il y a des défauts qui sont détectés, hop, l'assemble va être coupée, mise au rebut,
Et donc en fait tous les jours vous pouvez avoir beaucoup de kilos de sangles de sécurité à récupérer. Le cuir, ça c'est le troisième élément que nous upcyclons. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les grandes maisons de cuir achètent des peaux de cuir. Donc une vache, une fois qu'on la met à plat, voilà, ça vous fait une peau qu'on va découper avec des parties plus ou moins belles. Les grandes maisons vont découper et prendre les plus belles parties de la peau et après elles revendent leur chute. Donc ça vous fait une espèce de peau toute trouée que vous pouvez récupérer, que vous achetez au kilo et dans laquelle vous allez pouvoir refaire des découpes. Je précise également que nous achetons aussi du cuir, enfin des peaux neuves de cuir, parce que les stocks d'upcycling ne suffisent pas à réaliser l'ensemble de nos collections. Voilà, tout ça c'est précisé sur notre site e2r-paris.com si vous voulez en savoir plus. Donc voilà tout ce que nous récupérons. En image, voilà un peu à quoi peut ressembler l'upcycling. Donc vous voyez les tissus que nous récupérons. En fait, le tissu automobile, il est enroulé sur des tissus sur des rouleaux qui font 1,80 m à 2 m de hauteur. Il y a des diamètres qui sont à peu près énormes comme ça. Donc là, j'ai filmé dans l'atelier les stocks de tissus que nous avons. Ça, je vous en parlerai par la suite de l'aspect stockage. Donc vous voyez que ce sont des rouleaux très encombrants, pas faciles à manier. Et donc voilà, qu'on a en quantité aléatoire. Voilà comment on récupère. Les ceintures de sécurité, voilà une photo aussi pour vous illustrer. C'est donc une fois, comme je vous ai dit, ça s'est coupé sur la chaîne de production, c'est mis dans ce qui s'appelle des big bags. Et puis après, on achète ces gros sacs et après il faut trier les ceintures, les nettoyer, les repasser afin de pouvoir les exploiter pour la production. Et le cuir, c'est la même chose. En fait, on récupère les chutes, ça se récupère dans des espèces d'énormes bacs où tout est mis un peu en vrac et puis vous allez trier, chercher dedans les peaux qui vous intéressent. L'idée maintenant, c'est de vous parler un peu des avantages et des inconvénients de l'upcycling. Parce que c'est vraiment un sujet aujourd'hui dont on entend beaucoup parler et je pense que c'est important que vous fassiez aussi votre propre idée sur ce que ça peut avoir de positif, de négatif et surtout qu'est-ce qui est vraiment l'upcycling, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors les avantages, le premier avantage il est assez évident, c'est l'aspect écologique. Dans le processus classique de création d'un sac, normalement vous allez faire un cahier de tendance, vous allez dessiner de nouveaux modèles et ensuite vous allez acheter la matière. Là on parle d'un processus complètement inversé, c'est-à-dire que vous allez chercher des stocks de matière existants et à partir de ces stocks, vous allez créer vos collections. Donc le premier point fondamental, c'est que l'upcycling, ça utilise de la matière existante. Donc l'impact est énorme. Pourquoi? Parce que si vous n'aviez pas utilisé cette matière, vous auriez dû acheter une matière qui aurait été produite spécialement pour vous ou qui aurait été produite. Mais du coup, c'est une matière en plus d'une matière existante. Donc produire une matière, que ce soit du coton, du polyester, je ne sais quoi, ça implique quoi? Ça implique aller chercher des ressources naturelles, ça veut dire une dépense d'énergie, une dépense d'eau, du transport, donc un impact CO2. Donc finalement ça implique un certain impact environnemental. Quand vous prenez de la matière existante, finalement tout ça vous ne l'avez pas puisque la matière elle est déjà là quoi qu'il arrive. Donc l'impact écologique est évident. La deuxième chose, c'est qu'en utilisant une matière qui est existante, vous allez éviter de produire un déchet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une réduction de déchets? Quel est l'impact? Là encore, un déchet, il y a plusieurs solutions. Soit le déchet, il peut être recyclé. Bon, alors dans ce cas-là, finalement, il a une deuxième vie, donc ça c'est super. Soit le déchet, on ne sait pas quoi en faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de matières, que ce soit dans le... Alors, pas dans le textile, mais beaucoup dans l'industrie, beaucoup de matières qui sont produites et finalement qu'on ne sait pas du tout recycler. Et quand on ne sait pas les recycler, elles sont soit détruites, brûlées ou enfouies dans certains cas. Vous avez sans doute lu des articles sur des enfouissements de matière. Ça, comme vous en doutez, ça c'est pas génial pour la Terre. Donc voilà, en fait c'est vraiment un double impact d'économie d'énergie, parce que même si vous recyclez un produit, qui dit recyclage dit aussi la dépense d'énergie, d'eau, etc., etc. Donc en fait quand j'ai une matière, je lui évite qu'elle aille au déchet, donc ça c'est génial, je la récupère, et puis j'évite qu'on en produise une autre d'un autre côté.
Donc l'impact est vraiment topissime. Donc ça c'est vraiment l'aspect écologique et je dirais le premier avantage de l'upcycling. Un deuxième avantage qui est plus sur un aspect stylistique, quand vous créez des collections à partir de matériaux que vous récupérez, vos collections vont être uniques. Par exemple, je sais pas, vous avez récupéré un stock de jeans, un stock de doudounes, je sais pas trop quoi. Les modèles que vous allez créer à partir de ça, ça va être vos propres modèles que vous aurez choisi de découper d'une certaine façon, etc. Et la création vous incombe, donc ça sera un modèle complètement unique. Nous, en l'occurrence, en récupérant du tissu automobile qui était au départ voué à faire des sièges dans des voitures, en le transformant en sac, on crée un produit qui n'a jamais été vu jusqu'à présent, donc ça c'est assez original. Et on crée le design de A à Z. Voilà, donc on crée des modèles uniques. Et dès qu'un tissu en fait sera épuisé, nous allons devoir repenser notre modèle avec un autre tissu. Donc en fait nos collections elles vont avoir une durée limitée. Donc par exemple on récupère 20 mètres d'un tissu. Avec ça on va pouvoir faire 100 sacs. Une fois que ces 100 sacs sont vendus, eh bien il faut repenser le sac avec un autre tissu. Donc le sac que vous achetez chez E2R, il est unique. D'ailleurs ils sont numérotés, ils ont des numéros de série dessus. Vous le trouverez nulle part ailleurs et même votre voisin n'aura pas le même puisque 2 saisons après, le tissu n'existera plus. Un troisième avantage de l'upcycling, et ça c'est toujours plus spécifique à notre marque, je vous ai montré ce sac tout à l'heure, vous avez vu à quel point il résistait bien. Eh bien, le tissu automobile, c'est ultra costaud, c'est inusable. Donc forcément, quand on fait un sac à partir de tissu automobile, votre sac, il est inusable. D'ailleurs, petit clin d'œil à nos clients qui nous disent souvent « Ah là là, mais moi, j'ai pas envie de racheter un sac. Le mien, il est encore génial. J'ai depuis 10 ans, etc. » Donc c'est vrai que souvent, vous nous dites « Mais c'est presque trop solide. » Nous, on est content que ça soit solide parce que c'est pour ça qu'on les fait. On veut vous offrir de la qualité. Mais du coup, c'est vrai que voilà, il y a un côté durabilité dans nos sacs. Durabilité à la fois dans le fait de prendre des matières existantes et dans la vie de votre sac qui finalement va durer très très longtemps. Donc ça c'est vraiment la partie avantage de l'upcycling. Alors ensuite sur la partie inconvénients, il y en a pas mal. Alors, je dirais peut-être pas inconvénients, mais parlons plutôt de contraintes parce qu'en fait les contraintes sont assez fortes. Comme je vous disais tout à l'heure, on a un process de création inversé. Donc au lieu de dessiner comme je ferais n'importe quel styliste, je dessine mon sac, ah ben tiens je vais en faire un rouge, un vert, un en cuir, un en toile, je vais acheter mes matières, etc. Là qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir votre fournisseur, il vous dit j'ai telle matière, bon certaines vous aimez, d'autres vous aimez pas, bref, vous allez devoir acheter le stock. Et à partir de stock, concevoir vos produits. Donc c'est j'ai ma matière, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, au lieu de j'ai envie de faire ce sac et je vais acheter telle matière. Alors vous vous dites peut-être oui bon en fait c'est pas si compliqué que ça. On pourrait penser ça. En fait c'est quand même assez compliqué pour plusieurs raisons. La première raison c'est que quand on travaille dans la mode, on a envie de créer des collections qui soient cohérentes entre elles. Si vous avez plein de tissus, d'épaisseurs différentes, de qualités différentes, parce que là, on ne voit pas très bien, mais là, on a un tissu tramé, mais il y a des tissus sergés, il y a des tissus gommés. Enfin, en fait, il y a une variété de matières assez large. Si vos matières ne sont pas cohérentes ou les couleurs ne sont pas cohérentes, ça va être plus difficile de créer une collection cohérente. Si elle n'est pas cohérente, elle donne moins envie d'être achetée, et notamment les acheteurs, aujourd'hui, on est vendu dans un certain nombre de points de vente. Si l'acheteur trouve que les collections ne sont pas cohérentes entre elles, il n'aura peut-être pas envie de les acheter. Et puis surtout, l'acheteur, si on lui dit, alors, ce sac que vous voyez aujourd'hui, il est dans ce tissu-là, mais quand le tissu est épuisé, en fait, ça sera avec un autre tissu, mais je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore. L'acheteur, en tout cas quand on s'est lancé il y a 12 ans, il nous disait, ah ben non, moi je veux que celui que j'achète soit exactement celui que je vois sous mes yeux. Donc si vous me changez le tissu, ça se trouve, il ne me plaira pas, etc. Donc en fait, ce problème de cohérence de collection, il est à la fois dans l'aspect stylistique, donc visuel, harmonie, mais il impacte aussi l'acheteur, parce que lui, il a envie que, en fait, si on fait, je ne sais pas, une besace, un sac ordinateur, un sac de voyage, il a envie que les trois aient exactement le même tissu. Or, aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui va se passer. Admettons qu'on ait 3 modèles
qui est le même motif devant, il se peut néanmoins que le tissu de base soit différent parce qu'on est parti sur un coloris noir et qu'en noir on avait plusieurs types de tissus. Donc voilà, nous ce qui fait l'unité du modèle et ce qui fait l'unité du look, c'est avant tout le motif qu'on y a placé, plus que le tissu en lui-même. Donc ça c'est pour la partie en effet création. L'autre impact qui est aussi lié à la création, c'est que c'est difficile de faire du réassort et c'est difficile de faire des séries. Donc ça, il y a plusieurs articles, plusieurs vidéos qu'on voit sur YouTube où tout le monde mentionne bien ce sujet. C'est sûr que quand vous faites l'upcycling d'une pièce unique, c'est assez facile. Voilà, vous créez selon vos envies. En revanche, quand vous êtes une marque et que vous devez créer 200 pièces et que vous avez une matière qui est finalement assez aléatoire, pour vous, c'est un casse-tête parce que vous avez des contraintes de production, vous avez des contraintes de prix et que le risque, souvent, c'est que le produit sorte à un prix très élevé, en tout cas beaucoup plus élevé que les attentes du consommateur. Parce que quand vous avez reçu une pièce de jean où il faut faire plein de découpes, il faut ensuite penser à un patronage, etc., finalement, c'est beaucoup plus complexe et ça va être plus compliqué de faire 200 pièces identiques puisque votre matière, votre source est elle-même très variée. Le réassort, pourquoi? Parce qu'en effet, ce que je vous ai dit, c'est qu'on achète des quantités de tissus qui sont limitées. Donc par exemple, ce tissu-là, je ne l'ai plus en stock aujourd'hui, donc j'en ai peut-être acheté 200 mètres à l'époque, donc je sais que je peux faire 400 sacs. Une fois que j'aurai produit ces 400 sacs, il faudra que je réinvente le modèle dans un autre tissu. Donc si un client a adoré ce sac dans ce tissu, eh bien, quand la série sera épuisée, il ne pourra plus le trouver. Donc ça lui donne une certaine valeur, ce que je vous disais au début, un côté unique. En revanche, ça peut avoir un côté frustrant pour le client qui dit « Ah ben zut, moi je voulais acheter exactement celui-là. Ah non, il n'existe plus puisque le tissu est épuisé. » Donc c'est vrai que ça donne pas mal de contraintes à la fois de production, de suivi des modèles, la partie proprement création liée à l'upcycling. Alors la liste des contraintes n'est pas finie, je suis désolée, malheureusement il y en a d'autres. Les contraintes, elles peuvent être logistiques. Pourquoi? Puisque d'une matière à l'autre que vous allez récupérer, en fait, la façon dont c'est conditionné peut être très différente. Je reviens toujours à mon exemple du début. Je fais un sac par exemple en cuir, bon, je vais commander du cuir, ça va arriver sur des rouleaux d'une certaine taille, d'un certain poids, qui est calibré, que je connais, que je maîtrise. Aujourd'hui, je dis maintenant, je veux faire un sac en tissu automobile. Voilà, vous avez vu l'image au début des rouleaux qui sont énormes, donc qui sont gros comme ça, hauts comme ça, donc qui pèsent 50 à 60 kg le rouleau. Qu'est-ce que ça implique? Déjà, ça implique que c'est encombrant à stocker, donc ça prend énormément de place, que c'est lourd, donc ça augmente votre coût de transport. Ça veut dire des containers beaucoup plus grands. Quand je parle de containers, nous on les transporte en camion, donc, mais c'est pour vous montrer le volume d'un camion, ça va occuper plus de place. Donc plus lourd, plus encombrant, et puis plus difficile à manier. C'est-à-dire que mon cuir qui est assez maniable, assez malléable, qui n'est pas trop lourd, là tout d'un coup on parle d'un gros rouleau que je vais devoir fixer sur une barre, qui va prendre de la place dans l'atelier. Donc ça va être une contrainte supplémentaire pour la personne, à la fois pour la personne qui l'achemine, la personne qui le stocke et la personne qui fait la production. Donc ça c'est pour ce qui concerne la maroquinerie. Comme je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui font plus du vêtement, qui vont dans des ressourceries, des choses comme ça, c'est aussi une contrainte parce qu'il faut qu'ils aillent dans la ressourcerie, trier les vêtements qu'ils vont vouloir upcycler. Ensuite, ça va souvent être dans des ballots, des choses comme ça, donc il va falloir aussi les nettoyer, les repasser, les mettre à plat pour pouvoir les découper, etc. Donc c'est une logistique qui, encore une fois, est beaucoup plus contraignante qu'acheter son simple tissu de rouleau. Et plus contraignante et aussi qui implique souvent des coûts, puisque voilà, quand on a des volumes de transport qui sont supérieurs, forcément, ça coûte plus cher à transporter. Donc ça c'est pour la partie logistique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les tissus, ils sont en quantité, les rouleaux de tissu qu'on récupère, ils sont en quantité limitée. Donc aujourd'hui, moi je vais voir mon fournisseur qui lui-même fournit l'industrie automobile.
Donc il a des lots qui arrivent au gré du vent, dans des matières différentes, dans des quantités aléatoires. Donc il va me dire, Virginie, voilà, j'ai tant de mètres de ce tissu, tant de mètres de ce tissu, etc. Moi, si je veux être sûre d'avoir la matière pour pouvoir produire, qu'est-ce que je dois faire? Je suis obligée d'acheter ces tissus à l'avance et de les stocker. Parce que si je ne l'achète pas à un instant T, ils vont être rachetés par quelqu'un d'autre, je ne les retrouverai plus. Or, pour faire ma création, ce que je vous ai dit au début, il faut que j'ai la matière sous les yeux, il faut que je sois sûre d'avoir une certaine quantité. Donc, si j'ai une matière que j'aime bien, où je me dis, tiens, j'ai du potentiel, je peux faire un sac, alors j'achète les rouleaux, je les stocke, et là, je vais pouvoir commencer mon processus de création et ensuite les produire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois avancer de la trésorerie, c'est-à-dire que pour avoir une collection de 2000 pièces, 3000 pièces, j'ai besoin de, je ne sais pas quelle quantité, quel métrage de tissu, mais un certain volume. Donc je dois acheter ces rouleaux à l'avance, les stocker, les envoyer à mon atelier pour être sûr d'ensuite pouvoir produire. Et cet argent, une fois qu'il est immobilisé, vous ne pouvez pas le mettre ailleurs. Donc c'est vrai que ça c'est une contrainte financière. Donc on a vu la contrainte d'un point de vue style, on a vu la contrainte d'un point de vue logistique, et ça c'est la contrainte financière. Donc, le dernier aspect sur l'upcycling, c'est la partie contrainte au niveau de la production. Bon, il y a des éléments dont je vous ai un peu parlé précédemment, donc je vais être plus rapide pour ne pas faire trop de redites, mais la production en elle-même est plus contraignante qu'un produit normal. Donc je vous ai parlé de nos rouleaux de tissu automobile qui sont plus encombrants, donc pour la découpe c'est plus compliqué à installer, ça va prendre plus de place, ça va être plus complexe qu'un tissu normal. Les ceintures de sécurité, comme je vous l'ai dit, il faut les repasser, il faut les nettoyer si elles sont sales, il faut donc bien les lisser, parce que si vous avez une ceinture avec des plis, ça ne va pas vous plaire. Et le cuir, quand vous avez une peau qui est déjà un peu trouée, pour le coupeur c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il veut quand même continuer à couper du cuir de qualité. Pas évidemment, il va négliger les flancs qui sont souvent plus fragiles. Mais du coup, il doit penser sa découpe en fonction de la pièce qu'il a sous les yeux, donc forcément ça lui prend plus de temps, donc c'est plus complexe. Donc il y a toute cette partie découpe qui est plus complexe. On a parlé aussi précédemment des vêtements, donc quand vous prenez un vêtement existant, un jean, et que vous voulez refaire une veste ou je ne sais quoi, pareil, vous vous dites, comment je vais couper mon jean pour optimiser la découpe, pour avoir le moins de perte de matière, parce que l'objectif aussi quand on fait de l'upcycling, c'est de ne pas se retrouver avec d'autres déchets. Comment je vais optimiser ça, et ensuite faire le patronage d'un vêtement à partir de petites pièces de matière, c'est plus compliqué que quand vous avez juste un tissu à plat et que là vous pouvez découper à votre guise. Donc il y a tout ce travail de conception, patronage, découpe, etc. qui est plus complexe, et puis il y a aussi la phase de fabrication. Alors quand vous découpez du cuir, par exemple, le cuir il va être tout net, il n'y a aucun problème. Le tissu parfois il peut s'effilocher, donc il va falloir parfois renforcer les coutures pour éviter que le tissu s'effiloche. Ensuite, les étapes de préparation vont être beaucoup plus nombreuses qu'un sac en cuir, parce qu'en fonction de la qualité du tissu, parfois il va être épais, parfois il va être mince, parfois il a besoin de renfort, parfois il faut le remborder, donc il y a beaucoup plus finalement d'étapes que sur un sac normal. Donc c'est ce qu'on essaye de vous expliquer sur notre site et qu'on aime bien dire. C'était un peu le phare de l'histoire, c'est dire aujourd'hui quand vous avez un sac comme ça sous les yeux, il y a pas moins de 40 étapes du sourcing jusqu'à la vente pour produire un sac comme ça. Vous voyez une petite tirette en cuir comme ça, elle a dû être coupée, placée sur le curseur, ensuite collée, piquée. Là vous avez des surpiqûres qui ont été faites plusieurs fois, donc il a fallu remborder le tissu, le coller, le renforcer, le mettre sur le zip, etc. etc. Donc finalement il y a à la fois beaucoup de pièces qui constituent votre sac, beaucoup d'éléments pour le rendre à la fois qualitatif et esthétique, puisque ces bandes en cuir qui sont l'élément design du sac, de la même façon elles ont dû être découpées, collées, cousues. Pareil pour le rond, pareil pour le numéro. Donc tout ça, ce sont des étapes qui sont induites par l'upcycling. Donc plus de difficultés à préparer toutes les matières, plus de contraintes techniques. Et finalement,
aujourd'hui, c'est pas, quand vous réfléchissez donc à tout ce process qu'on a revu depuis le début, c'est finalement pas si aberrant quand vous achetez un sac de voyage à 240 €, quand vous considérez tout le boulot qui a été fourni pour ce sac, vous dites en fait ça le vaut vraiment. À la fois la matière est ultra qualitative, le process est quand même incroyable parce que voilà, on a évité d'avoir un déchet, on a récupéré une matière qui n'avait aucun point commun avec la maroquinerie. On en a fait un sac, il est plutôt design, il est durable. Voilà, donc ça c'est toute la satisfaction de l'upcycling. Pour le mot de la fin, c'est que voilà, en effet c'est très contraignant, mais c'est aussi un défi et c'est aussi ça qui m'a plu dans l'aventure d'Entre deux rétro depuis le début, c'est de se dire ouais chouette, évitons de produire des déchets, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a et on arrive à ce résultat. Donc là, super satisfaisant, super contente. On a fait face à toutes les contraintes possibles et le résultat est tellement qualitatif que finalement on se dit voilà, en fait ça vaut le coup de faire de l'upcycling. Donc je ne peux que vous encourager de continuer dans cette démarche et que tous les matériaux que vous pouvez récupérer et transformer, leur donner une deuxième vie plus belle, ça sera génial. Donc bon courage à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt sur notre site e2r-paris.com.